sur la route maritime des épices les premières installations des Européens dans l'océan Indien. Quand les navires portugais doublent le cap de Bonne-Espérance en 1487 et atteignent pour la première fois le sud-ouest de l'océan Indien, ils n'ont pas encore à l'esprit l'idée de colonisation. Pour l'heure, seule l'aventure océane les tente. Ce sont des marins génois qui ont monté la marine portugaise 170 ans auparavant. Quelques années donc avant que Christophe Colomb, lui aussi génois d'origine, mais au service de la reine Élisabeth d'Espagne, n'atteignent les rivages de l'Amérique, les explorations portugaises, sous l'impulsion du prince Henri, surnommé le navigateur, et du roi Jean II, qui ajouta à son titre de roi du Portugal le titre de roi de Guinée, les expéditions se poursuivent avec ténacité le long de la côte africaine jusqu'au jour où Barthélemy Diaz double le cap des tempêtes que Jean II baptise cap de Bonne-Espérance. La grande différence avec la découverte de Colomb, c'est que Diaz sait très bien où il est rendu, le sud de l'Afrique, et imagine naturellement la route restant à faire pour atteindre les Indes. Alors que Christophe Colomb croit qu'il a atteint l'est de la Chine. À l'époque, on ne faisait pas trop la différence entre l'Inde et la Chine. Colomb se trouve pourtant à ce moment-là à près de 20 000 km de la mer de Chine et encore à condition de traverser l'Amérique centrale par la terre. Les cartographes espagnols ont confondu le mille marin arabe qui fait 1973 mètres avec le mille romain qui n'en faisait que 1482, ce qui peut expliquer l'erreur de Colomb quant à la distance à parcourir. Les experts portugais ne croient pas cette traversée possible. Pour eux, l'accès aux Indes passe par le contournement de l'Afrique. Reconnaissons que leurs explorateurs ont un avantage. Ils peuvent suivre la côte et c'est en effet ce qu'ils font, en tout cas au début. Les prémices de la colonisation dans l'océan Indien ne sont pas le fait des Européens. Bien avant eux, les Dravidiens, Tamouls de la péninsule indienne, ont, dès le commencement de l'ère chrétienne et jusqu'au XVe siècle, opéré une véritable colonisation culturelle de l'insule Inde, c'est-à-dire l'Indonésie, la Malaisie et l'Indochine. L'influence indienne se traduit par une transformation des coutumes locales sous forme d'institutions et d'œuvres qui ont survécu à l'érosion du temps. Les plus frappantes sont les monuments élevés dans tous ces pays, les temples d'Angkor, bien sûr, au Cambodge, et de Borobudur à Java sont parmi les plus célèbres, écrit Auguste Toussaint, l'historien mauricien. On peut y ajouter le royaume des Cham, qui occupait le sud du Vietnam et dont les vestiges du Dong Duong, seul monument connu de la taille angkorienne au Vietnam, plus d'1,5 km de long quand même, sont encore visibles dans la province d'Annam. Je les ai moi-même visités en 2006. Le déclin de l'hindouisme dans l'Inde extérieure se fait avec l'arrivée des marchands musulmans du Gujarat. Selon Toussaint, au XVe siècle, l'islamisation de l'insule Inde était chose accomplie, plus de 20 États ayant alors pris pour religion officielle celle de Mahomet. À l'époque, les Arabes sont les grands navigateurs de la mer des Indes. À cette époque, on peut s'étonner que la puissante Chine n'y ait pas exercé plus d'influence culturelle. Il faut noter à ce propos, nous dit Toussaint, l'attitude méprisante de la Chine envers les peuples de l'océan Indien, sans distinction, considérés tous comme des barbares. Cet effroyable complexe de supériorité qui se maintint longtemps devait du reste faire le malheur des Chinois lorsqu'ils eurent affaire plus tard aux Européens. Les interdictions faites par les empereurs Ming lorsqu'ils décidèrent de modifier leur politique d'expansion outre-mer n'empêchèrent pas un grand nombre de Chinois d'émigrer en Indochine et en Malaisie. Au début du XVIIIe siècle, on en comptait pas moins de 100 000 des Chinois dans la seule île de Java. Et il se trouve aujourd'hui que Singapour, par exemple, compte plus de Chinois que d'autochtones. Alors l'historien mauricien est un peu injuste en prétendant que les Chinois ont un complexe de supériorité à l'égard des autres peuples. L'immense Chine se trouve alors sous la coupe d'une dynastie moghole
autoritaire et cruel qui interdit à ses sujets de construire des navires de haute mer et de quitter le pays, mais aussi aux étrangers de poser le pied sur le sol chinois. Et ce n'est que dans les années 1680 que la Chine commença à s'ouvrir davantage au commerce avec les Européens. En 1682, l'empereur Kongyi enlevait Formose aux pirates. Surtout en 1684, il proclamait la liberté du commerce extérieur, écrit l'historien émérite René Favier en 1997. Côté européen, malgré l'exploit de Barthélemy Diaz, doublant le cap des tempêtes, rappelons-le en 1487, ce n'est que 11 ans plus tard, en 1498, que Vasco de Gama atteint l'Inde à Calicut. Il n'est peut-être pas le premier à le faire, puisqu'un Diepois, donc normand, le capitaine Cousin, l'aurait devancé de 7 ans, mais la preuve de cette navigation n'a pas été faite. En fait, les documents de bord de Cousin ont été brûlés dans l'incendie de Dieppe, lorsque les Anglais ont attaqué la ville. Les descendants des Vikings, fortement influencés par des caractères celtiques des populations en place dans l'actuelle Normandie, écrivaient aussi assez peu. Il n'est donc pas étonnant que Jean Cousin n'ait laissé aucun récit de ses périples. Braudel signale aussi que Gama fut suivi de très près dans l'océan Indien par des navires ragusiens. J'ai appris, Raguse, c'était donc l'actuel Dubrovnik en Croatie. En admettant qu'ils aient vraiment eu lieu, ces voyages diepois et ragusins ne devaient avoir aucune suite, alors que le voyage de Gama ouvrait véritablement un nouveau chapitre à l'histoire du monde. Les Portugais ont peut-être pris le temps pour pénétrer dans l'océan Indien, mais une fois qu'ils y ont pénétré, il est certain qu'ils ne se sont pas endormis sur leur laurier. C'est pour tout ça une façon de dire que l'idéal de ces conquistadors du sud de l'Europe est rapidement devenu l'expansion coloniale. La réussite des Portugais s'explique du fait que chez eux, l'intérêt mercantile se doublait d'un véritable esprit de croisade, demeuré vivace chez les peuples ibériques, alors qu'ils avaient pratiquement disparu chez les autres peuples de la chrétienté. La persistance de cet esprit tenait elle-même au fait que du Xe au XIIIe siècle, Portugais et Espagnols avaient livré aux Maures plus de 3000 combats et que c'est à lutter ainsi contre les musulmans qu'ils s'étaient forgé une conscience nationale. Alors c'est toujours de tout sens. Faut-il y voir également chez les peuples du nord de l'Europe une autre conception du christianisme, et là c'est moi qui pose la question, que le catholicisme intolérant de Rome et de la péninsule ibérique? Un prosélytisme moins agressif peut-être, une foi ouverte à l'humanisme et au respect des autres, ne reposant pas sur un dogme intransigeant et des rituels fastueux, mais sur une évangélisation et des conversions obtenues par l'exemple et l'humilité des missionnaires. C'est là l'image même du christianisme celtique, avec ses moines pauvres, pratiquant l'ascèse, et dont l'honnêteté intellectuelle, la moralité quotidienne et a posteriori la sainteté ne sauraient être mis en cause par leurs fidèles. Les orientaux ne virent chez les premiers Portugais débarquer des caravelles qu'un genre d'animalcule assez inoffensif venu de la mer, mais ils devaient bientôt se muer en monstres marins et plus tard en amphibiens, aussi redoutables sur terre que sur mer, s'étant raccourci la genèse des conquistadors. Bon, ayant dit cela, Auguste Toussaint affirme même que jusqu'à l'arrivée des Portugais, l'océan Indien n'avait jamais été le théâtre de conflits bien sérieux. Bon, ça, on ne peut pas vraiment le savoir. Dès l'an 1500, l'expédition militaire de Cabral suivit de près celle de Gama. Cabral, qui disposait d'un armement assez puissant, 13 vaisseaux et 1200 hommes, coula tous les vaisseaux arabes qui se trouvaient dans le port de Calicut et bombarda la ville pendant 2 jours. Les hostilités étaient ouvertes, elles devaient durer plus d'1 siècle. Les Portugais avaient mis près de 2 siècles à découvrir la route du Cap. Ils mirent moins de 15 ans à s'assurer toutes les positions clés de l'océan Indien, et cela en dépit d'une très vive résistance, nous écrit toujours Toussaint. Ainsi, les principales possessions hindoues et musulmanes sur la côte ouest et sud de l'Inde tombent l'une après l'autre: Goa, Diu, Daman, Salsette, Chaul, Bombay et l'île de Ceylan. Sur la côte africaine, le principal centre de résistance est la place de Mombasa, que les Portugais devront réduire plusieurs fois au cours du siècle,
sans parvenir cependant à la neutraliser complètement. Notons au passage que Mombasa n'est pas aux mains de musulmans indiens, mais des Arabes du sultanat d'Oman. Cette évocation de Mombasa rapproche soudain de Madagascar et des petites îles créoles du sud-ouest de l'océan Indien, Mascareigne et Seychelles. En 2010, au cours d'une navigation dans cette partie du monde, au départ de la Réunion, j'ai accosté à Mombasa et visité le fort Jésus, construit par les Portugais en 1593 et capturé par le sultanat d'Oman en 1698. L'histoire d'une première prise du fort par les autochtones, 3 ans après sa construction, nous a été racontée avec beaucoup de saveur par le guide africain. Selon lui, c'est Vasco de Gama qui a eu le premier l'idée d'installer un comptoir européen à cet endroit. Mais même un siècle après, la population autochtone, sous l'emprise d'un sultan arabe, n'apprécie guère la construction de ce fort par des Européens. Le jeune capitaine portugais, commandant le détachement, propose alors au sultan un contrat de bonne entente. Ce dernier accepte de le signer, mais assassine ensuite le capitaine à l'occasion d'une réjouissance organisée dans l'enceinte, et il prend possession de l'édifice. 1 an plus tard, le Portugal y envoie une troupe qui reprend le fort. Les Portugais l'occupent alors sans interruption jusqu'au XVIIe siècle. Les Arabes les enchassent définitivement en 1698 lors de l'expédition du sultan d'Oman. Mais le fort leur sera de nouveau enlevé à la fin du XIXe siècle par les Anglais qui le garderont jusqu'à l'indépendance du Kenya en 1963. Voilà pour l'histoire de Mombasa. Alors au cours de la visite, j'avais remarqué, et c'est ça qui est intéressant, un instrument traditionnel de musique exposé en vitrine parmi les percussions africaines. Et ça ressemblait beaucoup à une bombarde bretonne. Et le soir de cette visite, dans le port de Mombasa, un groupe folklorique kényan jouait des percussions, tambour, djembé, en rythme ternaire, donc comme le maloya réunionnais, accompagné de la bombarde africaine. La même que j'avais donc repérée dans le musée du Fort Jésus. Le son est bien identique à une bombarde bretonne, même si le nombre de notes est limité à 4, ce qui obligeait l'instrumentiste à répéter inlassablement la même mélodie. L'association de ces instruments, qui ne peut être que très ancienne, a bien pu se retrouver sur les navires négriers, puisque beaucoup d'entre eux partaient de Mombasa et surtout de Zanzibar tout proche. N'oublions pas que ce sont les Arabes de la côte orientale de l'Afrique qui, dès le début, vendent des esclaves aux Européens, vu qu'ils y pratiquent la traite depuis des siècles. Or, cette bombarde africaine, qui ne semble pas être connue sur la côte occidentale de l'Afrique ni à l'intérieur du continent, ne peut avoir que des origines indo-arabes. Le métissage musical de Renaissance, le groupe celtique de la Réunion, n'a donc rien de fantaisiste puisqu'il est historiquement concevable. Il m'a fallu venir jusqu'à Mombasa pour découvrir cela avec la chance d'y rencontrer ce groupe de musique traditionnelle kényan. Alors suivons maintenant l'aventure des Portugais dans l'océan Indien. Malgré leur découverte des Mascareignes, aujourd'hui la Réunion, Maurice et Rodrigue, entre les années 1510 et 1538, les Portugais n'y fondèrent aucun établissement. Il en fut de même des îles Seychelles et des Chagos, qu'ils explorèrent aussi dans la première moitié du XVIe siècle. À cette époque, toutes ces îles sont inhabitées. Visiblement, le Portugal n'a pas pour objectif de former des colonies de peuplement dans les mers du Sud, et ce sera sans doute la principale cause de son échec colonial. Les causes de l'échec final des Portugais dans l'océan Indien sont diverses, nous dit Toussaint. On l'a attribué à leur intolérance en matière religieuse, ça c'est certainement vrai, à leur manque d'organisation commerciale, à l'annexion du Portugal par l'Espagne, à la crise des transports sur la route du Cap due à la détérioration des bateaux vers la fin du XVIe siècle, à la découverte du Brésil qui détourna les énergies portugaises vers le Nouveau Monde. En réalité, cet échec tient avant tout au fait qu'ils ne sont jamais parvenus à dominer vraiment l'énorme espace océanique. Les Portugais ont vu trop grand. Pourtant, leurs explorateurs font preuve d'un formidable esprit d'aventure et leurs cartographes d'une précision remarquable pour l'époque. La seule terre de l'océan Indien qui ne figure pas sur leur portulan est l'Australie.
Mais Cortesão a montré qu'il y a lieu de croire que les Portugais avaient découvert ce pays dès 1522, mais que le secret de cette découverte avait été jalousement gardé. On sait en effet que, afin d'empêcher les autres nations d'Europe d'en profiter, les Portugais gardaient secrète leur découverte. Certains portulans inventent même des îles pour tromper les navigateurs étrangers. Ainsi, y trouve-t-on parfois une terre au sud de la Réunion, ou perdue en plein centre de l'océan, Saint-Jean de Lisboa. Ce sont des leurres pour détourner les bateaux égarés de leurs points stratégiques. Ces portulans portugais étaient affichés dans les couloirs du navire qui nous a conduits de la Réunion à Mombasa. Je ne les ai retrouvés sur aucun site internet. Il est cependant peu probable que la compagnie maritime proposant cette navigation dans l'océan Indien ait reproduit des faux. Pourtant, les Portugais ne pouvaient prétendre exclure indéfiniment les autres nations d'Europe, de l'océan Indien, d'autant plus qu'ils ne disposaient pas eux-mêmes d'assez de vaisseaux pour assurer la revente des produits qu'ils tiraient de l'Asie et qu'ils devaient confier cette revente à un consortium international où les Pays-Bas étaient largement représentés. Les Hollandais ont une véritable expérience de navigateurs et de commerçants. Ils créent dès 1602 la première compagnie des Indes qu'ils dénomment, alors c'est imprononçable pour moi, Verenigde Oost-Indische Compagnie, ou plus connue sous le nom de VOC, la VOC, VOC. Vous traduisez Compagnie unifiée des Indes orientales. Les véritables commerçants européens, qui se disent eux-mêmes d'honnêtes marchands, sont donc les Hollandais. Dès la fin du XVIe siècle, ils débarquent en Indonésie. Sur la route, ils s'installent à Maurice, à partir de 1638, pour en piller les bennes. Et pour cette déforestation, ils importent sur l'île des Malgaches et des Africains qu'ils réduisent en servitude, notamment des Africains de Guinée. De bien honnêtes marchands qui abandonnent l'île en 1710, lui préférant comme escale le cap de Bonne-Espérance dès 1652. Dans la seconde moitié du XVIIe siècle, ils finissent par tenir toute l'Asie du Sud-Est avec comme base Batavia, aujourd'hui Jakarta, capitale de l'Indonésie. Ils évincent les Portugais des côtes de Malbar et de Coromandel en 1663 et prennent Ceylan en 1664. Sur la côte ouest de l'Inde, les Portugais se maintiennent à Goa, Daman et Diu, leur principale place, et leur marine est loin d'être anéantie. Alors à peu près en même temps que les Hollandais, les Anglais créent leur East Indian Company en 1619, donc Anglais et Hollandais signent un traité d'alliance contre les Portugais, mais cette alliance est éphémère. Les Hollandais sont déterminés à défendre farouchement leur monopole sur l'Indonésie, et les Britanniques, ils s'installent surtout à Bombay, sur la côte ouest, et à Madras, sur la côte est. Pendant toute la première moitié du XVIIe siècle, la situation de la compagnie anglaise est assez précaire. Loin de trouver dans les marchés indiens, comme ils l'avaient espéré, un débouché pour les étoffes, toileries et autres produits anglais, la compagnie est obligée d'acheter, au contraire, des textiles aux Indiens pour les échanger contre des épices. J'en conclus que c'est peut-être ce simple fait durable qui permettra aux Britanniques 2 siècles plus tard de s'imposer à toute l'Asie comme les véritables initiateurs du commerce international, celui-ci ne pouvant jamais se concevoir, on le sait maintenant depuis longtemps, comme un échange à sens unique. Ce n'est pas pour rien que la langue anglaise est devenue quasiment celle des échanges internationaux, car il y a chez les Britanniques une mentalité originale quant au rapport à l'autre, même si cela ne peut effacer leur velléité de grands colonisateurs qui se manifestera au XIXe siècle par la mainmise territoriale sur le quart de l'humanité. Je rappellerai ici la phrase du philosophe allemand Frédéric Perls, qui avait émigré aux États-Unis, définissant assez bien la mentalité des Britanniques. Et voilà ce que disait Perls: « Je fais ce que j'ai à faire et tu fais ce que tu as à faire. Je ne suis pas dans ce monde pour vivre selon ton attente et tu n'y es pas non plus pour vivre selon la mienne. Tu es toi et je suis moi. Mais si par chance nous nous comprenons, alors c'est merveilleux. Si ce n'est pas le cas, on n'y peut rien. » Eh bien, j'ai découvert cette phrase
cette épigraphe en anglais dans les années 80, sculptée dans un tableau en bois chez un vieil homme mauricien vivant dans le village de Vacquois. Et c'était un Anglais qui lui avait offert en 1967, au moment de l'indépendance, enfin juste avant l'indépendance de Maurice, il allait quitter Maurice. Et donc il était ami avec ce Mauricien d'origine, et il lui avait laissé ce cadeau. Les Français visent l'océan Indien à peu près en même temps que les Anglais et les Hollandais, mais l'État à Paris semble peu concerné et ne constituera une compagnie nationale que 60 ans plus tard. Les premiers voyages français aux Indes sont tous des voyages d'aventuriers, organisés à Dieppe, Honfleur et Rouen en Normandie, mais c'est de Bretagne, à Saint-Malo, que se constitue en 1604 la première compagnie française, à la suite de l'extraordinaire randonnée de deux aventuriers bretons, Martin et Pirard, dont le premier publie en 1601 un récit captivant. Le premier armement fait par cette compagnie, donc qui s'intitule Compagnie des Moluques, ne date cependant que de 1616. Notons au passage qu'Auguste Toussaint, en 1961, considère François Pirard comme breton, alors qu'il est de Laval, donc du Maine. Pirard ne se dit-il pas lui-même breton de Laval? Par contre, François Martin est bien né en Bretagne, à Vitré. Bon, il n'y a que 32 km à vol d'oiseau entre Laval et Vitré. Visiblement, pour Toussaint, la frontière entre ces deux provinces semble peu évidente. Bon, il est mauricien. C'est ce que j'avais démontré dans le premier chapitre de ma thèse, sur le plan culturel tout au moins, et même sur le plan politique, puisque la puissante famille des Laval, justement, siège au Parlement de Bretagne. Les bateaux de ces deux hommes ne sont pas les premiers navires français à atteindre les Indes, puisque plus de 100 ans avant eux, le capitaine Cousin, un Normand de Dieppe, y aurait devancé Vasco de Gama. On notera également que Toussaint considère la Compagnie des Moluques, fondée en 1604, comme la première compagnie française, alors que le voyage de Pirard et Martin de 1601 se fait avec deux navires armés par une société antérieure, la Compagnie de Saint-Malo, Laval et Vitré. Alors la primauté de création de ces compagnies n'a pas d'importance pour mon sujet, d'autant plus qu'elles fusionnent toutes les deux en 1619. Le plus intéressant, c'est qu'elles sont formées toutes les deux à l'initiative de marchands bretons et normands qui rêvent des îles Moluques, seul endroit au monde où l'on trouve deux épices très prisées en Europe à cette époque, le clou de girofle et la noix de muscade surtout, qui font la fortune des Hollandais. On remarquera au passage que ce n'est qu'en 1773, soit 172 ans après cette première expédition, que Pierre Poivre, nommé grand intendant des Mascareignes, réussit à obtenir quelques plants de girofliers et les fait planter à l'île de la Réunion. Il n'y a eu qu'un seul survivant de ces plants, qui est l'ancêtre de tous les girofliers de la Réunion, de Maurice, des Comores, des Seychelles et même de Zanzibar, nous dit Toussaint. Alors l'épopée de Pirard, commencée en 1601, s'achève donc en 1611. Après d'incroyables et dangereuses aventures, l'ayant conduit après le naufrage de son bateau des Maldives, en Inde et en Indonésie, et à un retour en Europe quasi miraculeux sur un navire portugais, contrairement à ce qu'écrit Toussaint, ce n'est pas François Martin qui fait le récit le plus captivant de son périple, mais bien Pirard, et non pas en 1601, puisque l'expédition part de Saint-Malo cette année-là, mais évidemment en 1611, à son retour en France. Martin a également publié une relation de son voyage en 1603, après être rentré à Saint-Malo cette année-là, mais c'est bien Pirard, 8 ans après, Martin, qui porte à Paris ses écrits et sait mettre en valeur son odyssée auprès des notables parisiens, notamment l'avocat général et géographe de Henri IV, Jérôme Bignon. Et cela explique que le premier armement de la Compagnie des Moluques ne part que 12 ans après la constitution de cette compagnie. Le nom de François Martin reste mieux connu simplement parce qu'un homonyme plus célèbre, né en 1634, donc ayant voyagé dans l'océan Indien bien après lui, fonde en 1674 le comptoir de Pondichéry, premier grand établissement français de l'Inde à partir du XVIIIe siècle. En 1616, la première expédition de la Compagnie des Moluques a pour destination l'île de Java. Mais les Hollandais font bonne garde et les Français doivent rentrer bredouille. Ils se rabattent alors sur les Mascareignes et Madagascar. En 1638, une expédition envoyée pour occuper les Mascareignes trouve les Hollandais établis à l'île Mauritius et doit se contenter de l'île Bourbon,
plus grande et plus fertile, mais dépourvue de bon mouillage. En 1642, sous l'impulsion de Richelieu, se constitue une société de l'Orient et de Madagascar. Confiée à un incapable nommé Pronis, l'établissement formé à Fort-Dauphin dans le sud de la Grande Île, en 1643, périclite bientôt. En 1674, un massacre effroyable par les autochtones met fin à l'établissement du Fort-Dauphin. Ceux qui en réchappent se réfugient à Bourbon, mais cette colonie elle-même végétera jusqu'au début du XVIIIe siècle. Entre-temps, Colbert a lancé la première compagnie des Indes orientales. Cette fois, l'objectif n'est plus l'Indonésie ou Madagascar, mais l'Inde elle-même. Voilà pour l'histoire de la compagnie, des débuts de la compagnie des Indes de Colbert. Pourtant, même si à partir de 1642, date de l'officialisation de la Compagnie d'Orient par Richelieu, un certain intérêt politique vient de Paris, les ports de partance restent évidemment ceux de Normandie, Dieppe et Rouen, et de Bretagne, Saint-Malo, Brest, puis le Port-Louis. Plus tard, la majeure partie du capital de cette compagnie provient des armateurs bretons, sous l'impulsion notamment du duc de la Meilleraye, gouverneur de Nantes, et de son ami Fouquet, qui a des attaches familiales en Bretagne. Fouquet qui était l'intendant de Louis XIV. 300 colons sont déposés à Madagascar entre 1642 et 1649, puis 200 autres entre 1650 et 1653, et quelques centaines encore jusqu'en 1664. Le comptoir principal est fixé dans le sud de la Grande Île, au Fort Dauphin, et l'île devient, pour les Français en tout cas, l'île Dauphine, en hommage au futur roi de France Louis XIV, qui est donc un dauphin à l'époque. Mais dirigé d'abord par le normand protestant Jacques Pronis, peu soucieux d'organiser la vie des colons, l'installation reste précaire. En pensant bien faire, le pauvre Pronis, il se décide de se marier avec une femme du pays, une princesse. Il espère qu'en faisant ainsi, il se rapprochera davantage des sujets autochtones. Elle s'appelle Andriana Ravoul, la dame au teint pâle. Cette femme est la fille d'un des grands chefs du pays, un certain Diane Marval, ou Ravoul. Hélas, ce mariage aura un effet inverse de celui escompté. Il sera considéré par les Malgaches comme une insulte à leur peuple et par les Français comme un scandale impardonnable. Alors, c'est un avis d'un conteur de la Réunion, Ennis Roquel, qui n'est pas un historien, et donc qui donne son avis, on va dire, en interprétant des faits anciens avec une vision contemporaine. En 1646, Pronis doit faire face à une mutinerie de certains colons qui l'emprisonnent plusieurs mois. L'année suivante, réhabilité à l'arrivée d'un représentant breton de la compagnie, le capitaine Lebourg, un breton encore, il expédie les 12 mutins qui l'ont séquestré en exil à Mascarin, l'actuelle île de la Réunion. Ceux-ci restent 2 ans et demi avant d'être rapatriés au Fort Dauphin par Flacourt, qui a pris le commandement du comptoir par ordre de la compagnie. Bien que plus entreprenant, puisqu'il décide de construire un véritable fort de défense et un petit chantier naval dès 1650, et même de rechercher un endroit moins insalubre pour les hommes, le nouveau gouverneur du Fort Dauphin refait le même geste que son prédécesseur. En 1654, il exile vers Mascarin, baptisé entre-temps Bourbon, 14 insoumis avec leur chef Couillard, dit en malgache Marovoul, long cheveux, qui l'accuse de vol dans le fort. Alors en fait, Marovoul rêve de devenir chef du fort, et donc son exil permet à Flacourt d'éliminer un rival. De leur île prison, ces exilés s'enfuient 4 ans après vers l'Inde sur un vaisseau anglais dont le capitaine les persuade que le Fort Dauphin a été anéanti par les indigènes. En 1658, l'île Bourbon se retrouve donc à nouveau déserte, tandis que le principal comptoir français de Madagascar est au plus mal, mais pas définitivement réduit. Pendant ce temps, Flacourt a voulu rentrer en France en 1655 afin d'y porter son avis sur ce que la Compagnie d'Orient doit faire pour pérenniser la colonie du Fort Dauphin. Il a confié le commandement à Pronis, revenu dans la Grande Île pour retrouver l'enfant qu'il a eu avec sa princesse malgache. C'est de nouveau le désordre. Le petit fort construit par Flacourt brûle en 1658. Pronis meurt des fièvres la même année, comme beaucoup de ses compatriotes d'ailleurs. Les rescapés sont désespérés par tant d'adversité.
Quant à Flacourt, il périt en mer en 1660, le bateau le ramenant vers Madagascar ayant été attaqué par des pirates barbaresques au large du Portugal. Certains historiens pensent que Flacourt pouvait être l'homme de la situation à Madagascar. Ce n'est pas l'avis d'Ackermann, donc qui est un historien du XIXe siècle. À en juger par ses écrits, surtout par sa conduite, écrit-il, il est évident que ce n'était pas encore l'homme qui convenait à une pareille entreprise. Ce gouverneur considérait les naturels comme des perverses, des fourbes et des flatteurs. Il leur attribuait la vengeance et la trahison comme seule vertu et traitait de faiblesse leur compassion et leur reconnaissance. À peine investi du pouvoir, il envoya en 1651 incendier la fertile contrée de Faner, où 9 ans auparavant on avait vécu dans la plus grande tranquillité. Avec un tel état d'esprit, c'est moi qui le dis, vis-à-vis d'un peuple autochtone, il n'est pas étonnant que la situation a dégénéré. En 1655, donc, le fort brûle une première fois, Flacourt est un noble d'Orléans. C'est à ce titre qu'il a été nommé gouverneur, non pour son aptitude sociale. Colbert refera les mêmes erreurs après la constitution de la Compagnie des Indes orientales en choisissant des responsables pour leur rang, mais sans compétences, orgueilleux, maladroits et agressifs à l'égard des indigènes. De la Meilleraye, lorsqu'il prend en main les affaires de la Compagnie d'Orient, est beaucoup plus habile. Il nomme un commandant qui ne sous-estime pas ses colons et respecte les tribus malgaches, acceptant la présence des Français au Fort-Dauphin. Champmargous, c'est ainsi qu'il s'appelle, comme le duc de la Meilleraye, est d'origine poitevine. Ces premiers administrateurs français, Pronis et Flacourt, auront toutes les deux marqué leur passage par une attitude de brutalité à l'égard des Malgaches. Remarquons cependant que Pronis, malgré ses maladresses et tout le mal qui peut être dit de lui, donne quand même la preuve qu'il n'a pas de préjugés de couleur puisqu'il épouse une Malgache. On ne peut douter de ses sentiments réels quand il revient à Madagascar en 1655 pour retrouver la métisse dont il est le père. Cela ne l'empêche pas d'être particulièrement belliqueux envers les autochtones et même de vendre les Malgaches qu'il a fait prisonniers. La pratique de réduire les prisonniers de guerre en esclavage et de les vendre pour ne pas avoir à les nourrir est fréquente à Madagascar, entre Malgaches eux-mêmes, comme dans beaucoup d'autres parties du monde. Elle ne semble pas être jugée à cette époque comme une horreur par les peuples concernés. Pronis ne fait donc que suivre le mouvement, ce qui n'excuse pas son acte. Parce que qu'on les fasse prisonniers, c'est une chose, mais on les garde pour soi, mais les revendre à des Hollandais surtout, qui sont quand même assez réputés pour avoir fait beaucoup d'atrocités avec les esclaves. Pourquoi les colons français l'ont-ils haï au point de l'emprisonner pendant plusieurs mois alors qu'il est leur gouverneur? Peut-être parce qu'il est protestant, beaucoup d'entre eux étant catholiques. Mais surtout parce qu'il a pris pour épouse une princesse malgache et s'entoure alors d'une sorte de cour privée composée de nombreux malgaches apparentés à sa femme et qui se retrouvent ainsi mieux traités que les colons eux-mêmes. Eh bien, malgré cela, sous sa deuxième prise de commandement, peu de temps avant son décès, des tribus rivales brûlent le fort, le gouverneur Pronis répondant par des razzias dans la région environnante. Son successeur, Champmargous, comprend qu'on pouvait obtenir beaucoup par la douceur, grâce à l'habileté d'un de ses agents, Lacaze, sur lequel j'ai déjà fait aussi une vidéo. Un grand nombre de chefs de tribus s'allièrent avec les Français. Malheureusement, Champmargous fut jaloux des succès de Lacaze, qui alla offrir ses services à un roi de l'intérieur et épousa sa fille lui aussi. Champmargous fit mettre à prix la tête de Lacaze et ne se réconcilia avec lui qu'avec l'arrivée du capitaine de Kerkadiou, celui qui avait fait délivrer Pronis la première fois. En même temps, le prosélytisme religieux du père Étienne, donc un prêtre qui accompagnait Kerkadiou, avait aliéné à la France un de ses meilleurs alliés, malgache, qui se mit à la tête d'un soulèvement et vint bloquer les colons français à Fort-Dauphin. Ce fut Lacaze qui, par son intervention, réussit à les sauver. Donc Lacaze, qui avait donc pris le parti des Malgaches, qui vivait dans une tribu malgache, vient quand même au secours de Champmargous. Malgré ses problèmes conflictuels avec les Malgaches et entre Français, le capitaine Kerkadiou revient en Bretagne en 1664 avec une riche cargaison qui, dit-on, crée l'enthousiasme général des actionnaires de la Compagnie d'Orient.
Preuve que la colonie du Fort Dauphin, si elle n'est pas florissante, elle n'est pas mourante non plus. Malheureusement, celui qui a le plus fait pour obtenir ces résultats, le maréchal de la Meilleraye, vient de décéder, ce qui relance les ardeurs de Colbert, ministre de Louis XIV, pour créer la première compagnie des Indes orientales. Voilà pour l'arrivée dans l'océan Indien, sur la route des épices, des premiers Européens.